Ma présentation s'intitule « La promesse, l'interprétation et le mythe de la judiciarisation ». Le but de ma présentation, c'est de démontrer que si à l'origine les droits linguistiques étaient de nature purement individuelle, l'article 16.1, l'interprétation judiciaire et d'autres évolutions législatives et constitutionnelles ont fait des droits linguistiques un régime linguistique de droit collectif. C'est ce passage-là que je veux marquer et c'est aussi la place que l'article 16.1 prend dans ce tournant plus collectif au droit linguistique que individuel qu'on avait pu imaginer au départ. Donc, en premier lieu, je vais faire un retour à l'origine des droits linguistiques, comment ils ont été présentés, comment ils ont été perçus. Ils ont été perçus comme une individualisation de notre intérêt envers la langue. C'est-à-dire que les droits linguistiques, c'est la liberté des individus de choisir la langue de leur choix. Ce n'est pas la liberté d'une collectivité de se définir un projet politique, de se définir une autonomie. Donc, c'est une individualisation de notre intérêt envers la langue et on peut bien voir comment tout tourne autour de l'individu lorsqu'on la compare avec l'approche territoriale qu'on a pu privilégier en Belgique, en Suisse, dans une certaine mesure en Espagne et qu'on retrouve dans d'autres pays également. L'approche territoriale, le choix individuel est indirect, c'est-à-dire qu'on peut choisir la langue dans laquelle on va communiquer avec l'État, mais seulement de façon indirecte, si on choisit le territoire, dans le fond. Donc, on peut voir aussi dans quelle mesure l'approche territoriale permet aux communautés, c'est un genre de droit qu'on donne aux communautés de pouvoir s'épanouir et de pouvoir se développer dans un territoire de façon unilingue. Donc, c'est une forme d'autonomie achevée, territoriale. Puis, on peut mieux comprendre comment ce type de droit collectif, cette approche territoriale, peut mieux permettre aux communautés de se développer un projet politique, un projet collectif, alors que l'approche personnelle, les droits individuels, les droits linguistiques individuels, présente un peu la communauté comme une somme d'individus, un agrégat d'individus, et non une communauté qui peut se définir un projet collectif. Donc, je ne sais pas si je rends justice un peu à la critique qui a été formulée par M. Trenel et M. Bossé, mais c'est un peu comme ça que je le résume. C'est ça l'origine des droits linguistiques. C'est que, oui, ça donne des droits aux individus, mais ça limite aussi le potentiel de présenter un projet collectif, un projet d'autonomie politique. Puis, à l'intérieur de cette critique plus large de l'approche personnelle d'un régime linguistique basé ou fondé sur les droits individuels, on peut également retrouver une critique de la judiciarisation. C'est-à-dire que la judiciarisation dans cette approche personnelle représente un investissement de ressources dans une voie d'action qui dépolitise, qui nous éloigne de la définition d'un projet collectif. C'est plutôt d'accepter que notre intérêt envers la langue est seulement et purement individuel. C'est une liberté individuelle et c'est tout. Ce n'est pas un projet collectif. Puis on se dirige plutôt vers les tribunaux, puis on oublie un projet politique ou un discours politique. J'aurais pu utiliser Joseph Yvon-Thériault, qui a beaucoup parlé de cette thématique-là, de la judiciarisation, mais j'ai utilisé Leslie Green. Leslie Green est un philosophe qui a tenté de justifier, de trouver les fondements normatifs qui sous-tendent les droits linguistiques. Puis c'est intéressant parce que Leslie Green a dit on ne peut pas fonder les droits linguistiques, les droits individuels, sur un intérêt moral pour la survie de notre langue, parce que c'est évident que des droits individuels de communiquer dans la langue de son choix ou de se faire entendre par les tribunaux dans la langue de son choix ne va pas assurer la survie à long terme d'une communauté. Ce n'est pas ce qui assure la survie à long terme d'une communauté. Donc, je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez révélateur des limites de ce qu'on peut considérer un régime linguistique sur la base de droits individuels. Mais maintenant, il faut le nuancer avec l'interprétation qui en a été faite, mais aussi l'évolution législative et constitutionnelle. Donc, je vais chercher Joseph Yvon-Thériault qui, à l'origine, on se rappellera de la première citation, disait que l'intention trudeauiste, telle que consacrée par la Charte canadienne des droits et libertés, c'était d'individualiser notre intérêt envers la langue. Bien, Joseph Yvon-Thériault reconnaît qu'avec l'interprétation judiciaire, on a pu reconnaître une dimension collective au droit linguistique. C'est ce que M. Roussel mentionnait en parlant d'un continuum, d'un spectrum,
où est-ce que les droits linguistiques pouvaient être individuels et progressivement évoluer vers des droits collectifs. Pour vous démontrer ce que j'appelle plutôt une rupture avec un régime de droit linguistique purement individuel, je vais utiliser deux exemples. L'interprétation judiciaire, je vais l'expliquer, retracer l'interprétation judiciaire qui fait des droits linguistiques des droits plutôt collectifs avec 3 arrêts, et aussi l'évolution législative et constitutionnelle avec, par exemple, l'article 16.1. Dans l'interprétation judiciaire, Maï contre Alberta, à ce moment, la Cour était appelée à se prononcer sur le droit de gestion et de contrôle de la communauté par rapport à leur établissement d'éducation. Est-ce que le droit de recevoir un enseignement dans sa langue, c'est tout simplement le droit de fréquenter une version française de n'importe quelle école? Puis la Cour a dit non, ce n'est pas simplement un petit droit individuel de fréquenter une école qui, par ailleurs, enseigne en français, mais qui est défini par le gouvernement ou la majorité anglophone. C'est aussi le droit collectif de la communauté de gérer et contrôler l'école, l'établissement scolaire. Donc, ici, on reconnaît que le droit linguistique n'est pas seulement individuel, il est également collectif. Dans le renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour était appelée aussi à se prononcer sur les fondements normatifs qui appuient la Charte canadienne des droits et libertés, la Constitution du Canada, et elle a prononcé 4 principes, dont le principe de protection des minorités. C'est important de le souligner parce que ce principe-là a donné une dimension collective aux normes et aux principes juridiques qui protègent nos droits linguistiques, notamment dans l'arrêt Montfort que vous connaissez peut-être. Dans cet arrêt-là, on a utilisé le principe de protection des minorités pour dire que la discrétion d'une commission qui proposait d'abolir une institution francophone, l'hôpital Montfort, était contraire à ce principe. Donc, comme la Cour suprême l'a dit, ces principes de protection des minorités ont une force normative. Elle peut imposer des obligations. Puis, elle a des conséquences très collectives, notamment dans l'arrêt Montfort. On a vu que ça a confirmé le droit à une institution francophone, puisque c'est un pilier qui est important pour la communauté. C'est une forme collective de droit. Dans l'arrêt Beaulac, je crois que Serge l'a assez bien résumé, le principe d'interprétation que Beaulac pose, c'est un principe qui reconnaît le lien entre la liberté individuelle de choisir et le contexte dans lequel on fait ce choix. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement mette en place des mesures positives pour que le choix individuel soit réel. Il faut que le gouvernement habilite des communautés pour que le choix individuel soit réel, soit factuel. On puisse le faire. Donc, là, dans l'interprétation judiciaire, je crois qu'on retrace assez bien la dimension collective que les droits linguistiques ont évolué, ont pris avec le temps. Puis, par ailleurs, l'évolution législative et constitutionnelle, on peut l'observer notamment dans la partie 7 de la loi sur les langues officielles fédérales, où le fédéral s'engage à appuyer le développement des communautés. Donc, comme le disait, je pense que c'est Linda Cardinal qui mentionnait que par la partie 7 de la loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral reconnaissait que des droits linguistiques pouvaient seulement avoir un effet si on reconnaissait les assises communautaires sur lesquelles elles pouvaient être pratiquées, elles pouvaient être mises en œuvre. Donc, encore une fois, on évolue vers une reconnaissance collective des droits linguistiques. Puis l'article 16.1, je crois que c'est l'expression la plus claire d'une reconnaissance des droits linguistiques comme étant des droits collectifs, c'est-à-dire que c'est le droit des institutions autonomes qui garantit, l'autonomie garantit l'égalité dans ce cas-ci. Donc, à mon avis, et cet avis est partagé par plusieurs autres, je les cite ici, cette évolution judiciaire et l'évolution législative et constitutionnelle jettent les bases d'une forme d'autonomie sectorielle, une autonomie non territoriale ou une autonomie institutionnelle. Donc, on ne parlera jamais d'une autonomie territoriale, comme le voulait, par exemple, le projet du Parti acadien de créer une province acadienne ou la Commission sur le biculturalisme et le bilinguisme qui proposait des districts bilingues, mais on parle plutôt d'une autonomie qui va prendre forme dans des secteurs et dans les pouvoirs de gestion, dans les institutions et de façon non territoriale. Donc,
cette conclusion-là, le fait que l'évolution des droits linguistiques de droits individuels à des droits collectifs et le fait que cette évolution jette les bases d'un projet d'autonomie non territoriale, à mon avis, vient un peu nuancer la critique que j'avais mentionnée au départ de la judiciarisation. C'est-à-dire que la judiciarisation n'a pas eu pour effet de nous enliser dans un projet très limité de reconnaissance de droits individuels. La judiciarisation a plutôt eu pour effet d'élargir les droits qu'on nous avait accordés pour reconnaître leur dimension collective et ensuite jeter les bases d'un projet d'autonomie non territoriale, sectorielle et institutionnelle. Donc, ce que j'appelle le mythe de la judiciarisation, je ne suis pas en train de nier que la judiciarisation existe. C'est un fait social, c'est une réalité. On se ramasse de plus en plus devant les tribunaux. Le mythe, c'est plutôt l'idée que cette judiciarisation-là viendrait limiter notre projet collectif. À mon avis, la réalité, c'est que la judiciarisation a permis de donner une dimension beaucoup plus collective, beaucoup plus large au droit linguistique, au régime linguistique qu'on nous proposait. Et elle jette les bases d'un projet autonomiste qui passe non pas par le territoire, mais par les institutions et par des secteurs. Puis le problème ne serait peut-être pas dans la judiciarisation, mais plutôt dans l'usage qu'on fait de cette possibilité. La judiciarisation a été la condition de possibilité d'un projet collectif pour les minorités francophones au Québec, à mon avis. Maintenant, je crois qu'il faut, disons, retirer notre regard de la judiciarisation comme un problème qui limiterait notre projet et plutôt regarder d'autres phénomènes sociaux. Qu'est-ce qui limite notre projet? Qu'est-ce qui limite notre discours plus autonomiste, qui s'affirme davantage? Puis j'en propose, là vraiment c'est des questions que je vous pose, puis vous pouvez poser des questions également, mais est-ce qu'on fait face également à de la gestionnarisation? C'est un mot, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a utilisé, je ne sais pas si c'est un mot, mais c'est de dire que dans cette approche personnelle-là, le gouvernement va développer des politiques publiques de bilinguisme ou de développement de la minorité francophone, et les organismes acadiens, plutôt que de revendiquer une plus grande autonomie de la minorité francophone, va s'allier au gouvernement pour gérer ces politiques-là, et développer une sorte de relation de collaboration et ne jamais vraiment réclamer cette autonomie. Est-ce que ça, c'est une critique? Est-ce que ça, c'est un phénomène social qui limite notre projet collectif? L'identité puis l'intégrité, là, vous pouvez avoir une opinion là-dessus, c'est un peu informel. L'identité bilingue, le fait qu'on s'identifie comme Canadien, comme faisant partie d'un projet intégrationniste, tout est relatif, on est tous égaux, puis on peut choisir la langue qu'on veut, puis c'est pas une question d'institutions distinctes, etc. Toute cette identité-là, est-ce que ce serait ça également le problème? Est-ce que ce serait un problème de sensibilisation, d'éducation populaire? Puis le troisième que je propose, c'est aussi la juridicisation de notre discours politique. Est-ce que, loin de la judiciarisation, est-ce que notre discours politique a trop recours à des formes comme le droit ou est-ce qu'on justifie toujours ce qu'on revendique par rapport à un droit qui nous est accordé? Ça, dans l'imaginaire, puis dans le développement d'un projet collectif, ça peut limiter nos aspirations dans la mesure où on s'en tient juste à ce que le droit semble vouloir nous accorder et on ne va pas au-delà de ça, puis on ne se demande pas qu'est-ce qui serait vraiment mieux pour nous en tant que communauté minoritaire. Puis ensuite, on regardera qu'est-ce que le droit peut nous permettre de faire. D'autres modestes pistes de solutions, ça c'est plus des questions que je viens de réviser, mais d'autres pistes de solutions, je crois que à la lumière de la nuance que j'ai essayé de poser à la critique de la judiciarisation, je crois qu'il faut faire attention à la récupération. C'est-à-dire que la critique de la judiciarisation qui prend forme dans le milieu académique pour critiquer le fait que les droits linguistiques viendraient limiter le projet politique des minorités francophones, ce discours-là peut parfois être récupéré partout au Canada par ceux qui s'opposent à la revendication de nos droits, à une plus grande autonomie des minorités. Puis, ce discours populaire de la judiciarisation-là va plutôt faire non pas la promotion d'une plus grande autonomie, mais la promotion d'une plus grande intégration, d'une plus grande collaboration avec le gouvernement. Donc, il faut faire attention à la récupération du discours académique par le discours politique.
La deuxième chose, puis là, je m'excuse, il manque un S à francophone, puis je suis sûr qu'il y avait d'autres erreurs, là. Je suis désolé. Mais je crois un autre modeste piste de solution, c'est d'augmenter, puis ça, je m'adresse plus à mes collègues universitaires, c'est de voir l'étude des minorités francophones, de son développement sociologique, politique et des bases juridiques qu'elle possède, de considérer l'étude des minorités francophones comme un champ de recherche interdisciplinaire, donc une plus grande collaboration entre les diverses disciplines. Donc j'espère que... C'est ça, c'est tout. J'espère que vous avez compris, si vous avez des questions.